Les mères. C'est le Big Bang. Ah, vous avez entendu. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Imaginez un explorateur qui doit découvrir ce qui se passe sur Terre au niveau du pôle Nord. Il va vers le nord, vers le nord, vers le nord, et il arrive au pôle Nord. Et ses amis de la société géographique on est dans l'univers. Il n'y a pas de nord du pôle Nord. Aucun point à la surface de la Terre. Là, vous aurez une petite image. Ah, c'est le monsieur là. Ah, excusez-moi, je vais voir quelque chose là. C'est un joli tableau. Merde. J'arrive pas à faire tenir ma caméra. Alors, je vais dire rien. L'avant Big Bang, il n'existe pas. Alors, pourquoi ça? Oh, voilà, je vais vous mettre là-dessus. Et c'est celle que nous donne la grande théorie d'Einstein, qui est par ailleurs si bien testée expérimentalement, jusqu'à, comme vous le savez, la mise en évidence directe il y a quelques années de ces fameuses ondes gravitationnelles, ces petits tressaillements fugaces de la métrique de l'espace-temps. Pour autant, je sens en nous une forme d'insatisfaction par rapport à cette réponse. Et cette insatisfaction, je la partage avec toi. Et je vais te dire pourquoi je la partage. Je la partage pas parce que cette réponse viendrait en quelque sorte choquer le sens commun. Parce qu'en réalité, c'est un peu le rôle, n'est-ce pas, de la science, de la philosophie, de la pensée en général, que de choquer le sens commun. Et il n'est pas contradictoire, il n'est pas aporétique qu'une proposition scientifique signifiante, et même correcte, voire juste, vienne s'inscrire en faux par rapport à l'intuition usuelle. C'est même presque tout ce que nous a enseigné la science du XXe siècle. Donc pour le dire simplement, que ce soit bizarre ne signifie pas que c'est faux. Au contraire, de la physique quantique jusqu'à la relativité, presque toute la science contemporaine est en effet bizarre. Ce qui pose problème, c'est plutôt que cette réponse, aussi claire et acceptable soit-elle, émane d'une théorie qui n'est vraisemblablement plus utilisable au moment du Big Bang. Je voudrais m'expliquer. Eh oui, voilà. La relativité générale fonctionne extraordinairement bien. Comme je te le disais, elle explique ce qui se passe dans les étoiles à neutrons, elle explique la croissance de l'univers entre une fraction de seconde après le Big Bang jusqu'à l'accélération de l'expansion cosmologique aujourd'hui observée. Mais elle n'explique vraisemblablement pas l'instant originel lui-même, le t égale 0, le Big Bang stricto sensu. Pourquoi? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, parce que le Big Bang, en tant que divergence, c'est une singularité, donc une pathologie. Et pourquoi la théorie semble-t-elle être pathologique au moment du Big Bang ou au cœur des trous noirs? Parce que vraisemblablement, elle omet d'intégrer la physique quantique. Nous avons deux grands piliers pour la science au XXe siècle. Physique quantique. La relativité d'Einstein, qui décrit admirablement le macrocosme, et la physique quantique de Dirac, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, qui décrit admirablement le microcosme. Le microcosme. Nous pouvons nous permettre le luxe d'être schizophrène. C'est-à-dire schizophrène. Arrêtez d'utiliser ce mot-là, j'ai horreur de ça. Dans l'univers primordial, c'est-à-dire très proche du Big Bang, il est notable que les deux théories doivent être utilisées simultanément, parce que le monde est à la fois dans un régime relativiste, grande courbure, champ gravitationnel intense, et dans un régime quantique. Par conséquent, il faut une théorie qui tienne compte des deux aspects, ce qu'on nomme un modèle de gravitation quantique. Hélas, cette gravitation moi j'ai fait ma théorie, hein, alors ça vous suffit pas. Est recherchée depuis près d'un siècle. Moi, je suis pas faire mieux. Les plus grands esprits de la physique théorique, Einstein y a consacré plus d'une dizaine d'années, essentiellement sans succès. Au moins, disons, sans succès faisant l'unanimité. Il n'y a pas aujourd'hui une convergence de vues
Mais est-ce qu'elles sont vraiment mariables, hein, les deux théories? Est-ce qu'elles sont mariables? Hein? Chacune de ces pistes va donner une réponse différente à la question de qui avait-il avant le Big Bang. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on pense non plus dans le cadre de la relativité, mais dans le cadre de ces modèles, Il n'y avait rien, puisque l'univers n'existait pas. par l'expérience, néanmoins mathématiquement nécessaires, puisqu'ils intègrent la physique quantique, nous avons alors des réponses extrêmement différentes. Et en particulier, la question retrouve du sens. Dans la plupart mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre avant? à nouveau possible qu'il y a toujours. La question qui avait-il avant le Big Bang? Parce que le Big Bang cesse d'être l'instant primitif, parce que la singularité disparaît, la théorie redevient régulière, elle est, pourrait-on dire, guérie de sa pathologie. La clinique, ici, correspondait en quelque sorte à l'introduction ou à la prise en compte des phénomènes quantiques. Alors, il y a essentiellement deux grandes classes de modèles pour décrire l'avant-Big Bang dans ces approches spéculatives. Les modèles dits émergents, dans lesquels l'univers aurait en quelque sorte vécu dans une phase pré-spatiale ou pré-géométrique, aurait suivi une transition de phase et aurait alors émergé sous la forme de ce monde en expansion que nous observons aujourd'hui, ou les modèles en rebond, pour lesquels il y aurait une phase de contraction de l'univers avant la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons effectivement. Alors pour des raisons de biais professionnel, parce que je travaille sur une théorie qui conduit à des rebonds, je vais plutôt t'expliquer en quelques mots cette seconde classe qui, mais ça n'empêche pas, me semble un peu plus convaincante que la première. Ah ouais. Je vais prendre l'exemple de la gravitation quantique à boucle, qui est une tentative de théorie de gravitation quantique. Tout le monde connaît, au nom de nom, la fameuse théorie des cordes, qui est une très belle tentative d'unification de l'ensemble des interactions fondamentales et des forces élémentaires, que je trouve mathématiquement très élégante, très convaincante, mais qui est très coûteuse également en hypothèse radicale révolutionnaire. Si tu veux, en théorie des cordes, il faut supposer des dimensions supplémentaires, des symétries supplémentaires. Tout cela est peut-être vrai, ou n'est peut-être que le fruit de notre imagination. Il est trop tôt pour conclure. Au contraire, dans le modèle de gravitation quantique à boucle que j'évoque maintenant, il n'y a aucune hypothèse radicale supplémentaire. On tente simplement de réécrire la théorie d'Einstein dans un vocabulaire qui est proche de ce qui est utilisé en physique des particules élémentaires. On nomme cela une théorie de jauge, c'est-à-dire une théorie qui est décrite par des symétries et pour lesquelles on sait appliquer les procédures de quantification. Et donc on va voir émerger une théorie qui est à la fois quantique et gravitationnelle. Les grandes leçons de cette théorie, c'est que l'espace, voire l'espace-temps, serait lui-même composé de petits atomes fondamentaux. Si tu veux, un peu comme la matière est constituée de particules insécables, qui ne sont pas vraiment les atomes d'ailleurs, qui sont plutôt les quarks dans l'état actuel des connaissances, l'espace serait lui-même composé de petites structures absolument fondamentales et absolument indivisibles du point de vue structurel. Alors, ce qui est intéressant pour la question qui nous occupe, c'est que quand on applique cette théorie de gravitation quantique à l'évolution de l'univers, on se rend compte que l'évolution contemporaine... Indivisible ne dit pas non multiplicable. Dans le temps, vient d'un instant où la structure granulaire de l'espace commence à se révéler. Et cette structure granulaire va jouer le rôle d'une force de répulsion. Ah, je me trompe. Non divisible, mais multiplicible. Et à un instant, allez, là, il faut que je regarde dans le dictionnaire ce qu'il faut dire. Devrait le conduire à être encore plus dense. C'est la force de géométrie quantique qui va commencer à jouer de façon répulsive et qui va imposer à l'univers une trajectoire symétrique de la trajectoire de condensation. C'est indicible. Autrement dit, si je repasse tout le film à l'envers, on dit pas indicable. Ah si, indicable. On arrive à un point de densité ça veut pas dire la même chose. Et ce point de densité extrême, on ne l'appelle plus Big Bang, c'est la même racine, hein. C'est-à-dire grand rebond en anglais. Alors, tu vois, je rebondis sur ce que dit Aurélien. L'expansion est exactement similaire à celle du modèle du Big Bang. Donc l'image globale reste vraie. Mais la différence fondamentale, c'est que dans cette théorie, ça ne s'achève pas à l'instant du Big Bang. Il n'y a plus divergence, il y a simplement rebond. Il y a maintenant existence ou émergence d'une phase de contraction qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion. Alors ceci a-t-il lieu une fois ou une infinité
il semble que l'expansion de l'univers accélère, c'est-à-dire que l'univers ne se recontractera vraisemblablement pas, auquel cas il se peut parfaitement qu'il n'y ait eu qu'un seul rebond. L'univers aurait été de toute éternité dans une phase de contraction, il aurait rebondi une fois et se trouverait aujourd'hui de toute éternité future dans une phase d'expansion. Mais il se peut qu'un certain nombre de contractions aient eu lieu et qu'il y ait eu plusieurs rebonds successifs. Cela, nous ne le savons pas. C'est drôle d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que quand on explique ce Mystère et modèle, boule de gomme. parfois les gens me disent « mais c'est quand même incroyable, comment l'univers pourrait-il ne pas avoir eu un début ?» Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui est incroyable, c'est que l'univers ait eu un début. Ben Ce oui. qui est très dur à penser du point de vue presque métaphysique, comme transition du Ben non-étant à oui. l'étant, c'est le fait qu'il y ait un commencement. Le fait que l'univers, en tant que contenant, si l'on peut dire, en tant qu'espace-temps soit éternel, est non seulement, me semble-t-il, métaphysiquement plus cohérent et incontestablement, mathématiquement plus satisfaisant. Alors est-ce que c'est vrai? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que maintenant, ce qui manque, au-delà de la cohérence du modèle, ce sont des Je vais te indications dire, Aurélien, observationnelles ou expérimentales. cet univers est une crotte de petits des lapins. observables cosmologiques qui laissent Il nous a posé un lapin. des petites empreintes de cet éventuel rebond, voire de ce qui serait passé avant le rebond. Alors c'est un peu difficile à faire, parce que bien sûr, ce ne sont pas des choses simples. Ah ben, le lapin, il était en train de digérer. On sait par exemple que la structure causale d'un univers qui a subi un rebond n'est pas exactement la même que celle d'un univers qui n'en a pas subi. Par conséquent, la manière dont les fluctuations, c'est-à-dire les petites perturbations comme ça, d'origine quantique, qui sont à l'origine de la formation des grandes structures dans l'univers, qui sont à l'origine des galaxies, la manière, disais-je, dont ces fluctuations vont se répartir en fonction de leur taille dans un modèle sans rebond, disons cosmologie standard de type relativité générale, ou dans un modèle avec rebond de type, par exemple, et entre autres, gravité quantique à boucle, ne sera pas la même. Donc ce qu'on tente d'étudier, ce sont les conséquences, aujourd'hui observées par exemple par le satellite Planck, qu'auraient ces modèles de rebond sur la répartition des différentes fluctuations dans l'univers en fonction de leur taille. Il y a des espoirs que nous puissions enfin tester ces choses, mais nous ne sommes pas encore parvenus à trouver une observable qui soit absolument non ambiguë. Récemment, par exemple, j'ai eu d'autres idées. Peut-être que des ondes gravitationnelles pourraient traverser le Big Bounce et être encore détectables dans l'univers contemporain, signant par là même les phénomènes qui auraient eu lieu dans la phase de contraction. C'est beaucoup trop tôt pour savoir si ces suggestions mèneront quelque part. Vraisemblablement, comme la plupart des idées échevelées, elles ne mèneront nulle part, mais elles méritent d'exister et de tenter de faire aujourd'hui, dirais-je, entrer dans le giron de la science expérimentale des idées fondamentales de la gravité quantique qui sont directement liées aux manières de répondre à la question de la Big Bang. Donc si tu veux en résumer, si je prends la théorie que je connais, que je contrôle et que j'aime, la relativité générale, la réponse est il n'y a pas d'avant Big Bang. Bah non, Avant le Big Bang, il n'y a pas d'avant Big Bang puisque... apparaît au moment du Big Bang. Voilà. C'est une réponse qui est acceptable. Il n'y a pas d'avant Big Bang. Le Big Bang, il y a un début. Voilà. Il me faut donc recourir à une théorie de gravitation quantique. Le problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de théorie de gravitation quantique qui soit bien comprise, bien testée et suffisamment validée. Mais c'est pas compatible avec cet univers-là, monsieur Barreau. Spéculative et incertaine. Dans ce cas, une des réponses possibles qui est suggérée par la gravitation quantique à boucle, c'est l'existence d'une phase de contraction de l'univers suivie d'un rebond et de la phase d'expansion aujourd'hui observée. Ce rebond est extraordinairement puissant. Il va essentiellement, bien évidemment, détruire tous les éventuels objets qui auraient existé dans la phase précédente, mais quelques structures physiques très faiblement couplées, comme les ondes de gravité, que devait devenir la crotte du petit lapin. Traverser le rebond et être encore aujourd'hui visible, soit sous la forme de perturbations dans l'univers primordial, qui auraient laissé des empreintes dans le fond diffus cosmologique, soit sous la forme d'ondes gravitationnelles directement observables par les interféromètres. Voilà où nous en sommes. Ce sont des interrogations très fondamentales. C'est une histoire qui est loin d'être achevée, mais je pense t'avoir dit de façon à peu près honnête où nous en sommes. Je te remercie. Merci.
Au revoir. C'était Qu'y a-t-il avant le Big Bang par Aurélien Barraud. Hein. Je vous conseille, c'est bien. Hein. Ah ben c'est sur sa chaîne. Hein, c'est sympa. Oui, c'était sympa ça. Allez, bonne journée à vous.